En 1987, Julien et Claire Marchand, un jeune couple d'Avignon, partent pour une semaine de camping dans le parc naturel régional du Luberon. C'est leur 3e anniversaire de mariage, et ils veulent célébrer loin de la routine quotidienne. 7 jours plus tard, leur famille alerte la gendarmerie. Le couple n'est jamais rentré. Les gendarmes découvrent leur campement intact, la tente montée, de la nourriture encore sur la table pliante, leurs sacs de couchage soigneusement rangés. Mais Julien et Claire ont disparu sans laisser de traces. Pendant 26 ans, leurs proches vivent avec le mystère de cette disparition inexplicable. Puis, en juillet 2013, des pluies torrentielles provoquent des glissements de terrain dans une ravine isolée du parc. Un photographe amateur fait une découverte qui va bouleverser cette affaire froide. Une vieille caméra Minolta, partiellement enterrée dans la boue. Quand les autorités développent les photos encore préservées dans l'appareil, elles révèlent les derniers moments du couple. Mais ce que montrent ces images est si inattendu, si différent de toutes les théories élaborées pendant plus de 2 décennies, que même les enquêteurs les plus expérimentés restent sans voix. Comment un couple peut-il disparaître complètement en pleine nature, sans témoin, sans corps, sans explication? Et surtout, que s'est-il vraiment passé pendant ces dernières heures capturées par leur propre caméra? Avant de continuer avec cette histoire troublante, si vous appréciez les cas mystérieux, réels comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. L'été 1987 en Provence est particulièrement chaud et sec. Le parc naturel régional du Luberon, créé seulement 9 ans plus tôt, attire de plus en plus de visiteurs qui cherchent à s'évader dans ces paysages de garrigues, ces villages perchés et ces sentiers de randonnée serpentants entre les falaises calcaires. La région reste pourtant assez sauvage, avec des zones peu fréquentées où il est facile de se perdre si on ne connaît pas bien le terrain. Julien Marchand a 32 ans en cet été 87. Professeur d'histoire au lycée Frédéric Mistral d'Avignon, il est passionné par la photographie depuis son adolescence. Sa chambre d'enfant était tapissée de photos en noir et blanc qu'il développait lui-même dans le garage de ses parents. Grand, mince, avec des lunettes rondes qui lui donnent un air intellectuel, Julien est connu pour son calme et sa patience. Ses élèves l'apprécient pour sa capacité à rendre l'histoire vivante, à leur faire comprendre que le passé influence directement leur présent. Claire Fontaine a 29 ans quand elle épouse Julien en juin 1984. Infirmière pédiatrique à l'hôpital Henri Dufaux d'Avignon, elle a choisi cette spécialité après avoir passé des étés à s'occuper des enfants du quartier quand elle était adolescente. Petite, brune aux yeux verts, Claire dégage une énergie que tout le monde remarque. Ses collègues la décrivent comme quelqu'un qui ne reste jamais immobile, toujours en mouvement, toujours à chercher quelque chose à faire ou à améliorer. Cette énergie contraste avec le tempérament plus posé de Julien, mais ensemble, ils semblent trouver un équilibre parfait. Le couple s'est rencontré en 1982 lors d'une exposition de photographie à Avignon. Claire accompagnait une amie, Julien exposait quelques-unes de ses photos de paysages provençaux. Elle s'était arrêtée devant un cliché du pont du Gard, au coucher du soleil, et avait commenté la composition. Julien, timide mais flatté, avait engagé la conversation. 6 mois plus tard, ils emménageaient ensemble dans un petit appartement de la rue de la République. Leurs familles respectives vivent toutes à Avignon ou dans les environs immédiats. Bernard Fontaine, le père de Claire, est un ancien militaire de carrière qui a servi en Algérie dans les années 60. Depuis sa retraite en 1983, il occupe ses journées à entretenir méticuleusement son jardin et à participer aux réunions des anciens combattants. C'est un homme de discipline et de routine qui a toujours eu du mal à comprendre pourquoi sa fille a épousé un professeur d'histoire plutôt qu'un homme avec une carrière plus concrète, comme il dit. Mais il respecte Julien, surtout après avoir vu comment il prend soin de Claire. Geneviève Fontaine, la mère de Claire, est décédée d'un cancer en 1979, quand Claire avait seulement 11 ans.
Cette perte précoce a profondément marqué Claire et explique en partie son choix de devenir infirmière pédiatrique. Elle voulait être là pour les enfants malades d'une manière que personne n'avait pu être pour elle quand sa mère était à l'hôpital. Du côté de Julien, sa famille est plus nombreuse et plus expansive. Son père, Henri Marchand, est chef cuisinier dans un restaurant du centre-ville. Sa mère, Monique, tient une petite boutique de tissus rue Saint-Agricole. Julien a une sœur cadette, Sophie, qui a 27 ans en 87. Sophie travaille comme secrétaire dans une agence immobilière et vit encore chez ses parents, économisant pour acheter son propre appartement. Elle et son frère sont très proches, se téléphonant plusieurs fois par semaine pour discuter de tout et de rien. En 1987, après 3 ans de mariage, Julien et Claire commencent à parler sérieusement d'avoir des enfants. Claire a même réduit ses heures de nuit à l'hôpital en prévision. Mais avant de franchir cette étape, ils veulent profiter encore un peu de leur liberté de couple. C'est dans cet esprit qu'ils planifient leur voyage de camping dans le Luberon pour célébrer leur anniversaire de mariage. Julien a méticuleusement préparé l'itinéraire. Il a acheté des cartes topographiques détaillées, marqué plusieurs spots de camping sauvage autorisés et prévu une liste de randonnées de différents niveaux de difficulté. Sa Minolta X700, achetée 2 ans plus tôt après des mois d'économie, sera du voyage. Il a chargé 3 pellicules couleur de 36 poses chacune, prévoyant de capturer les paysages, la lumière particulière du Luberon, et bien sûr des moments de leur semaine ensemble. Claire, de son côté, s'occupe de la logistique pratique. Nourriture, trousse de premiers soins bien fournies grâce à son expérience d'infirmière, vêtements appropriés. Elle achète même un nouveau sac à dos au marché aux puces, un modèle bleu marine avec des sangles renforcées, parfait pour les longues marches. Le vendredi 15 août 1987, jour férié en France, est choisi comme date de départ. Cela leur donnera une semaine complète avant de devoir rentrer pour la reprise du travail. La météo annonce une semaine chaude et sèche, idéale pour le camping. Julien fait réviser leur Renault 5 blanche chez un garagiste du quartier quelques jours avant le départ. Tout semble parfaitement organisé pour une semaine de détente et de reconnexion avec la nature. Le vendredi 15 août 1987, Julien et Claire quittent leur appartement d'Avignon vers 8 heures du matin. Sophie, la sœur de Julien, les croise dans l'escalier alors qu'ils descendent avec leurs sacs. Elle leur souhaite de bonnes vacances et leur fait promettre de lui rapporter de belles photos. Julien sourit et tapote sa caméra suspendue autour de son cou. C'est la dernière fois que Sophie verra son frère. Le couple prend la direction de Cavaillon, puis continue vers le nord-est en direction du village d'Apt, porte d'entrée du Luberon. Ils s'arrêtent dans une boulangerie locale pour acheter du pain frais et quelques pâtisseries pour le petit déjeuner du lendemain. La boulangère, interrogée plus tard par les gendarmes, se souviendra d'eux comme d'un couple souriant et détendu. Claire portait un short en jean et un t-shirt blanc. Julien, un pantalon de randonnée beige et une chemise à carreaux bleus. Vers 11 heures, ils arrivent au parking du secteur de Biou, un des points d'accès au sentier du parc. Plusieurs autres véhicules sont déjà stationnés. L'été et le jour férié attirent de nombreux randonneurs. Julien note soigneusement leur emplacement de parking sur sa carte. Ils enfilent leur sac à dos et prennent le sentier GR6 en direction des hauteurs. Un couple de randonneurs belges, Marc et Annick Verhoeven, croisent Julien et Claire vers 13 heures sur le sentier. Ils échangent quelques mots sur la chaleur écrasante de cette journée d'août. Marc Verhoeven remarquera plus tard aux enquêteurs que Julien semblait légèrement tendu, consultant fréquemment sa carte, tandis que Claire paraissait fatiguée par la marche sous le soleil. Mais rien d'inhabituel pour des randonneurs en plein effort physique. Julien et Claire atteignent un plateau isolé vers 15 heures. C'est un endroit que Julien a repéré sur ses cartes, une clairière naturelle entourée de chênes verts et de pins, avec une vue dégagée sur la vallée. L'endroit est suffisamment éloigné des sentiers principaux pour offrir de l'intimité, mais pas au point d'être dangereux. Un petit ruisseau saisonnier presque à sec en cette période de l'année serpente à proximité.
Ils montent leur tente, une Canadienne verte à 2 places que Julien a depuis ses années de scoutisme. Claire étale une couverture à l'ombre d'un chêne pendant que Julien sort le réchaud à gaz portable. Ils mangent des sandwichs préparés le matin même et boivent de l'eau de leur gourde. La température atteint probablement 35 degrés à l'ombre. Selon la reconstitution ultérieure des enquêteurs basée sur les témoignages et les analyses de la scène, le couple passe l'après-midi à se reposer. Julien prend quelques photos du campement et du paysage environnant. Ces photos seront développées plus tard et montreront un couple détendu, souriant, profitant de la nature. Claire lit un livre à l'ombre. Julien écrit dans un petit carnet qu'il emmène toujours avec lui. Le soir venu, ils préparent un dîner simple sur le réchaud. Pâtes avec une sauce en conserve. Ils mangent sur leur table pliante en aluminium, regardant le soleil descendre derrière les crêtes du Luberon. La lumière dorée de cette heure que les photographes appellent l'heure magique est magnifique. Julien prend encore plusieurs photos. C'est le samedi 16 août que les choses commencent à devenir floues. Un berger local, Émile Cavallo, qui fait paître ses chèvres dans les hauteurs, affirme avoir vu de la fumée montant de la zone où le couple a campé, vers 8 heures du matin. La fumée était fine et blanche, probablement celle d'un feu de camp ou d'un réchaud. Rien d'inhabituel. Un autre randonneur, Yves Lafont, passe à environ 300 mètres du campement vers 11 heures et entend des voix. Il ne peut pas distinguer les mots, mais le ton ne semble pas alarmé ou conflictuel. Juste 2 personnes qui parlent normalement. Il continue sa randonnée sans y prêter plus d'attention. C'est après ce moment que le mystère commence vraiment. Plus personne ne voit ni n'entend Julien et Claire. Le dimanche 17 août, les Verhoeven, le couple belge, repassent dans la zone en fin d'après-midi lors de leur randonnée de retour. Ils remarquent la tente toujours montée au même endroit, ce qui les surprend un peu. La plupart des campeurs changent d'emplacement tous les jours ou 2. Mais peut-être que ce couple aime particulièrement cet endroit. Il ne s'inquiète pas davantage. Le lundi 18 août, Émile Cavallo, le berger, passe à nouveau dans la zone avec ses chèvres. Il remarque que la tente est toujours là, exactement dans la même position. Cette fois, il trouve cela étrange. Il s'approche et appelle. Pas de réponse. Il regarde à l'intérieur de la tente. Les sacs de couchage sont là, soigneusement roulés. Des vêtements sont pliés dans un coin, mais pas de signe des occupants. Émile fait le tour du campement. La table pliante est montée avec encore de la vaisselle dessus. 2 assiettes, 2 fourchettes, 2 tasses. Comme si le couple avait pris un repas et était parti en laissant tout en place, prévoyant de revenir rapidement. Le sac à dos de Julien est contre un arbre. Celui de Claire, le bleu marine neuf, n'est visible nulle part. Le berger, inquiet maintenant, décide d'alerter la gendarmerie. Il descend jusqu'au village le plus proche, Biou, et entre dans la mairie. Il est 16h30. Le maire, qui connaît bien Émile, écoute son histoire et téléphone immédiatement à la brigade de gendarmerie d'Apteux. 2 gendarmes arrivent sur les lieux vers 18h. L'adjudant-chef Mathieu Blanchard et le gendarme Philippe Arnaud examinent le campement. Tout semble en ordre, presque trop en ordre. Aucun signe de lutte ou de violence. Aucune trace de précipitation dans le départ. Juste cette absence inexplicable. Blanchard commence à fouiller méthodiquement. Dans la tente, il trouve les papiers d'identité du couple dans une pochette plastique. Permis de conduire, carte vitale, carte de crédit. Qui part en randonnée sans ces papiers? Dans le sac de Julien, il y a des vêtements de rechange, une trousse de toilette, un carnet avec des notes et des croquis et quelque chose de particulièrement important. Le portefeuille de Julien avec 650 francs en liquide et ses cartes bancaires. Ce qui manque est tout aussi révélateur. Le sac à dos bleu marine de Claire, certains vêtements de randonnée, les gourdes d'eau et quelque chose que Blanchard note immédiatement. La caméra Minolta de Julien n'est nulle part dans le camp. Les gendarmes redescendent et vérifient le parking. La Renault 5 blanche est toujours là, exactement où le couple l'a garée 3 jours plus tôt. Blanchard ouvre le véhicule avec les clés trouvées dans la tente. Rien d'anormal à l'intérieur. La carte grise est dans la boîte à gants avec une carte routière. Le réservoir d'essence est aux 3/4 plein. Le mardi 19 août au matin, une opération de recherche est lancée.
Bernard Fontaine, le père de Claire, reçoit l'appel de la gendarmerie vers 9 heures. Sa fille et son gendre ont disparu en montagne. On a trouvé leur camp abandonné. Il faut venir identifier leurs affaires. Bernard sent ses jambes se dérober. Pas sa petite fille. Pas Claire. Il contacte immédiatement Henri et Monique Marchand, les parents de Julien. Sophie, la sœur, fond en larmes en apprenant la nouvelle. C'est impossible. Son frère est trop prudent pour avoir un accident. Et avec Claire, qui connaît les premiers secours, comment peuvent-ils simplement disparaître? Les recherches officielles commencent avec une équipe de 25 gendarmes, des pompiers volontaires et des bénévoles locaux qui connaissent le terrain. Des chiens de recherche sont amenés de Marseille. L'inspecteur Laurent Girard de la police judiciaire de Vaucluse prend la direction de l'enquête. À 45 ans, Girard a déjà géré plusieurs affaires de disparitions en montagne. Mais quelque chose dans ce cas le dérange dès le début. Les équipes fouillent systématiquement un rayon de 5 km autour du campement. Les ravines, les grottes, les zones rocheuses où quelqu'un aurait pu tomber. Les chiens suivent plusieurs pistes qui ne mènent nulle part. L'un d'eux s'arrête près d'un sentier à environ 1 kilomètre du camp, comme si la personne s'était volatilisée à cet endroit précis. Le mercredi 20 août, un hélicoptère de la gendarmerie survole la zone pendant 3 heures. Aucun signe de corps, de vêtements colorés qui se distingueraient de la végétation, aucun signal de détresse. Girard interroge tous les randonneurs qui sont passés dans la zone ce week-end-là. Les témoignages des Verhoeven sont précieux. Ils confirment que le couple semblait normal le vendredi. Le berger Émile répète son histoire. Yves Lafont, le randonneur qui a entendu des voix le samedi matin, est questionné longuement. Peut-il se souvenir de quelque chose, n'importe quoi d'inhabituel? Il réfléchit, puis mentionne quelque chose. Maintenant qu'il y pense, il a peut-être entendu un son de moteur au loin ce matin-là, peut-être une moto ou un quad. Mais le son était tellement lointain qu'il n'en est pas certain. Cette information ouvre une nouvelle piste. Et si quelqu'un avait rencontré le couple? Peut-être des chasseurs, même si la chasse n'est pas officiellement ouverte en août, ou des personnes mal intentionnées. Girard fait vérifier tous les propriétaires de motos et quads dans un rayon de 30 km. Cela représente des centaines de personnes. Aucune ne présente un profil suspect. Le vendredi 22 août, après une semaine de recherche intensive, l'opération est réduite. On garde une équipe minimale pour continuer les recherches, mais il faut se rendre à l'évidence. Si Julien et Claire sont dans ces montagnes, ils sont probablement morts et la nature a déjà commencé son œuvre de dissimulation. Mais où sont les corps? Comment 2 personnes peuvent-elles disparaître aussi complètement? L'analyse du campement révèle quelques indices troublants. Les analyses d'empreintes montrent seulement celles de Julien et Claire sur leurs affaires. Pas de traces d'autres personnes. Le contenu de l'estomac des tasses sur la table est analysé. Café avec du sucre. La vaisselle a été utilisée le samedi matin selon les résidus alimentaires. Plus étrange encore, dans le carnet de Julien, les dernières notes sont datées du vendredi soir. Il a écrit quelques lignes sur la beauté du coucher de soleil et sa joie d'être là avec Claire. Rien qui indique un problème ou une inquiétude. Mais il n'y a aucune note pour le samedi ou le dimanche. Les semaines suivant la disparition de Julien et Claire Marchand sont un cauchemar éveillé pour leur famille. Bernard Fontaine refuse catégoriquement d'accepter que sa fille soit morte. Chaque matin, il se réveille avec l'espoir irrationnel que ce jour sera celui où Claire franchira la porte, avec une explication logique pour tout. Chaque soir, cet espoir s'effrite un peu plus, mais ne disparaît jamais complètement. Sophie Marchand, la sœur de Julien, développe des insomnies sévères. Elle se réveille plusieurs fois par nuit, croyant entendre le téléphone sonner, croyant que c'est son frère qui appelle pour dire qu'il va bien, que tout cela n'était qu'un malentendu. Son travail à l'agence immobilière en souffre. Elle fait des erreurs dans les dossiers, oublie des rendez-vous. Son patron, compatissant au début, commence à perdre patience après 2 mois. Henri et Monique Marchand, les parents de Julien, vieillissent de 10 ans en quelques semaines. Henri continue à aller au restaurant tous les jours, mais ses collègues remarquent qu'il n'a plus le cœur à cuisiner.
Ses plats manquent de cette touche personnelle qui faisait sa réputation. Monique tient toujours sa boutique de tissus, mais elle reste souvent assise derrière le comptoir, fixant la porte, comme si son fils allait entrer à tout moment. L'inspecteur Girard ne lâche pas l'affaire, même quand elle est officiellement reclassée en dossier froid en janvier 1988. Il continue à recevoir les familles régulièrement, à leur donner des nouvelles, même quand il n'y en a pas vraiment. Il sent qu'il leur doit au moins ça. En septembre 1987, les journaux locaux publient des articles sur la disparition mystérieuse. Le Dauphiné libéré titre « Jeune couple d'Avignon volatilisé dans le Luberon ». La Provence parle d'un mystère angoissant en pleine nature. L'affaire attire l'attention pendant quelques semaines, puis d'autres nouvelles prennent le relais. Mais pour les familles, le temps s'est arrêté le 15 août. Bernard Fontaine développe une routine obsessionnelle. Chaque mois, parfois plus souvent, il retourne dans le Luberon. Il marche pendant des heures dans les sentiers, scrutant chaque ravine, chaque grotte, chaque zone où un corps pourrait être dissimulé. Il emmène avec lui des photos de Claire et Julien, les montrant à tous les randonneurs qu'il croise. « Avez-vous vu ce couple? Vous souvenez-vous de quelque chose ?» La plupart des gens secouent la tête avec compassion. Certains l'évitent, mal à l'aise face à ce chagrin si palpable. En 1988, les autorités organisent une nouvelle battue au printemps, quand la végétation est moins dense. 70 personnes participent, incluant des volontaires venus de toute la région. Ils trouvent quelques objets abandonnés par d'autres randonneurs au fil des ans. Une chaussure de marche déchirée, une gourde rouillée, des restes de campements anciens, mais rien qui appartienne à Julien ou Claire. Sophie finit par quitter son emploi à l'agence immobilière en juin 1988. Elle ne peut plus supporter les questions bien intentionnées mais douloureuses des collègues. Elle trouve un nouveau poste dans une librairie du centre-ville, un endroit plus calme où elle peut se perdre dans les livres et échapper temporairement à sa réalité. Les théories se multiplient. Certains dans la communauté pensent que le couple a eu un accident, tombant peut-être dans une crevasse profonde qui n'a jamais été découverte. Le Luberon a des dizaines de cavités naturelles, certaines non cartographiées. D'autres suggèrent qu'ils ont été victimes d'un crime, peut-être rencontrant quelqu'un de dangereux dans ces montagnes isolées. Une théorie plus controversée émerge. Et s'ils avaient décidé de disparaître volontairement, de commencer une nouvelle vie ailleurs? Cette dernière théorie est celle qui blesse le plus les familles. Bernard Fontaine explose de colère quand quelqu'un la mentionne. Sa fille ne les aurait jamais abandonnés ainsi. Claire l'aimait, elle aimait son travail. Elle n'avait aucune raison de fuir. Sophie réagit de la même manière concernant Julien. Son frère était heureux, stable, excité à l'idée de fonder une famille. Pourquoi partirait-il? Pourtant, l'inspecteur Girard doit explorer cette possibilité. Il vérifie les comptes bancaires du couple, aucun retrait inhabituel avant ou après la disparition. Leurs cartes de crédit n'ont jamais été utilisées après le 15 août 1987. Il vérifie les registres de l'état civil dans toute la France. Aucune nouvelle identité établie. Il contacte même Interpol pour vérifier si le couple pourrait avoir quitté le pays. Rien. En 1989, 2 ans après la disparition, une procédure pour déclarer Julien et Claire légalement décédés est entamée. En France, il faut normalement attendre 10 ans, mais dans des circonstances exceptionnelles comme celle-ci, la durée peut être réduite. Les familles sont partagées. D'un côté, cela leur permettrait de commencer à faire leur deuil, de fermer certains aspects administratifs. De l'autre, cela ressemble à une trahison, à abandonner tout espoir. Bernard s'oppose fermement à la procédure. Il engage un avocat pour la contester. Claire est vivante quelque part, il en est certain dans le fond de son cœur, et il ne laissera personne la déclarer morte. La procédure est finalement suspendue face à son opposition. Le lycée Frédéric Mistral organise une cérémonie commémorative en octobre 1989. Les collègues de Julien partagent des anecdotes sur le professeur dévoué qu'il était. Ses élèves, maintenant jeunes adultes, viennent témoigner de l'impact qu'il a eu sur leur vie.
Un petit jardin du souvenir est créé dans la cour du lycée, avec un banc dédié à sa mémoire. L'hôpital Henri Dufaux fait de même pour Claire en novembre. Ses collègues infirmières parlent de son énergie inépuisable, de sa patience avec les enfants malades, de sa capacité à réconforter les parents inquiets. Une bourse d'études est créée en son nom pour les étudiants en soins infirmiers pédiatriques. Ces cérémonies apportent un certain réconfort aux familles, mais aussi une douleur renouvelée. C'est une reconnaissance que Julien et Claire ne reviendront probablement jamais, même si officiellement ils ne sont pas décédés. Au fil des années, la vie continue, comme elle le fait toujours. Henri Marchand prend sa retraite en 1995. Monique ferme sa boutique de tissus en 1997. Sophie finit par se marier en 1999 avec un libraire qu'elle a rencontré au travail. C'est un mariage discret, presque mélancolique. Le frère absent est une présence fantôme à la cérémonie. Bernard Fontaine continue ses recherches solitaires dans le Luberon jusqu'en 2005, quand ses genoux arthritiques ne lui permettent plus les longues marches en montagne. Même alors, il paie un jeune homme du village pour faire les randonnées à sa place, avec les photos de Claire, continuant à poser les mêmes questions aux randonneurs. L'affaire Marchand est devenue une légende locale. Les guides de randonnée mentionnent parfois l'histoire aux touristes, parlant du couple mystérieusement disparu en 1987. Certains randonneurs affirment avoir ressenti une présence étrange dans la zone où le couple a campé. D'autres disent avoir trouvé des objets inexplicables, mais aucune de ces histoires ne mène à quoi que ce soit de concret. En 2012, Bernard Fontaine a 78 ans. Sa santé décline. Il a eu un premier infarctus en 2010. Son médecin lui dit de ralentir, de prendre soin de lui. Mais Bernard ne peut pas tant qu'il ne sait pas ce qui est arrivé à sa fille. Sophie vient le voir régulièrement. Elle a maintenant 52 ans, 2 enfants adultes, une vie raisonnablement heureuse, malgré le trou béant laissé par la disparition de son frère. Elle et Bernard parlent souvent de Julien et Claire, gardant leurs souvenirs vivants. Henri Marchand est décédé en 2008 d'une pneumonie. Sur son lit de mort, il a murmuré le nom de son fils. Monique a suivi en 2011, son cœur ayant simplement cessé de battre pendant son sommeil. Sophie est convaincue que ses parents sont morts de chagrin, leur corps ayant tenu bien plus longtemps que leur esprit brisé. L'inspecteur Girard, maintenant retraité depuis 2006, pense encore régulièrement à l'affaire Marchand. C'est le seul cas qu'il n'a jamais résolu. Le seul où il n'a jamais pu apporter de réponse aux familles. Dans son bureau à domicile, il garde un dossier avec toutes les notes, toutes les photos, tous les témoignages. Parfois, il le ressort et le relit, cherchant quelque chose qui aurait pu manquer. Mais il ne trouve rien. 25 ans après la disparition, en août 2012, une petite cérémonie est organisée dans le Luberon. Bernard, maintenant en fauteuil roulant, y assiste avec Sophie et sa famille. Un petit mémorial est érigé près du parking de Biou. Une simple plaque en bronze avec les noms de Julien et Claire Marchand et les dates 1955, 1987 et 1958-1987, suivis des mots « disparus dans ces montagnes ». Jamais oubliés. Personne, ce jour-là, ne sait que dans moins d'1 an, les réponses qu'il cherche depuis si longtemps vont enfin émerger des profondeurs de la Terre. L'hiver 2012-2013 est exceptionnellement pluvieux dans le sud de la France. De novembre à mars, la région reçoit presque le double des précipitations normales. Les sols saturés d'eau deviennent instables. Des glissements de terrain sont signalés dans plusieurs zones montagneuses. Les autorités ferment temporairement certains sentiers du Luberon jugés trop dangereux. En juin 2013, les pluies continuent, inhabituelles pour cette période de l'année. Le climat change, disent les météorologues. Les patterns traditionnels ne sont plus fiables. Le 4 juillet 2013, un orage violent s'abat sur le massif du Luberon. La pluie tombe pendant 6 heures d'affilée, transformant les ruisseaux saisonniers en torrents impétueux. Le lendemain matin, vendredi 5 juillet, Raphaël Morin, un photographe amateur de 38 ans originaire d'Aix-en-Provence,
décide de profiter de la lumière post-orage pour capturer des paysages du Luberon. Il est connu dans les cercles de photographie locale pour ses images dramatiques de la nature après les tempêtes. Il prend le même sentier que Julien et Claire avaient emprunté 26 ans plus tôt, cherchant des compositions intéressantes. Vers 11 heures, Raphaël s'éloigne du sentier principal, attiré par le son d'un ruisseau gonflé par les pluies. Il descend prudemment vers une ravine qu'il n'avait jamais explorée auparavant. Le torrent a creusé de nouveaux canaux dans la terre, exposant des strates de roches et de terre qui étaient enfouies depuis des décennies. C'est là, partiellement enterré dans la boue au bord du ruisseau, qu'il voit quelque chose qui attire son œil de photographe, un reflet métallique. Il s'approche, intrigué. La pluie a érodé la berge et un objet est en train d'émerger lentement. Raphaël se penche et tire doucement sur l'objet. C'est une caméra, une vieille caméra Minolta couverte de boue séchée et de sédiments. L'objectif est intact, protégé par son capuchon. Le boîtier en métal est oxydé, mais toujours solide. Raphaël, qui collectionne les vieux appareils photo, reconnaît immédiatement le modèle. Une Minolta X700, un appareil populaire dans les années 80. Son premier réflexe de collectionneur est de penser qu'il vient de faire une bonne trouvaille. Mais quelque chose l'arrête. Comment une caméra se retrouve-t-elle enterrée ici, dans cette ravine isolée? Il regarde autour de lui, cherchant d'autres objets. Il ne voit rien immédiatement, mais la zone a été clairement bouleversée par l'érosion récente. Raphaël nettoie délicatement la boue de la caméra avec de l'eau du ruisseau. Il ouvre le compartiment arrière, s'attendant à le trouver vide. Mais non, il y a une pellicule à l'intérieur. La pellicule est partiellement exposée et probablement endommagée par l'humidité et le temps, mais elle est là. Quelque chose dans cette découverte perturbe Raphaël. Ce n'est pas normal. Les photographes ne laissent pas leur caméra en pleine nature. Et pourquoi était-elle enterrée? Il prend plusieurs photos de l'endroit exact où il a trouvé la caméra, puis remonte vers le sentier. Sa session photo est terminée. Il doit signaler cette trouvaille. Il descend jusqu'au village de Biou et entre dans la mairie. C'est l'heure du déjeuner et il n'y a qu'une secrétaire. Il lui explique sa découverte. La secrétaire, une femme d'une 50aine d'années nommée Sylvie Charrier, prend l'information au sérieux. Elle travaille à la mairie depuis 25 ans. Elle se souvient de l'affaire Marchand. Tout le monde s'en souvient par ici. « Attendez, dit-elle à Raphaël, laissez-moi appeler quelqu'un. » Elle téléphone à la gendarmerie d'Apte. Le gendarme qui répond est sceptique au début. Des gens trouvent régulièrement de vieux objets dans la nature. Mais quand Sylvie mentionne que c'est près de la zone où le couple a disparu en 87, le ton change. Il dit qu'il envoie quelqu'un immédiatement. Le capitaine Nadia Belkacem arrive 1 heure plus tard. Elle a 35 ans, efficace et méthodique. Elle examine la caméra que Raphaël a soigneusement placée dans un sac plastique pour la protéger. Elle note le modèle, l'état, le fait qu'il y a une pellicule à l'intérieur. « Il faut que vous me montriez exactement où vous l'avez trouvée, » dit-elle à Raphaël. Il retourne sur les lieux, accompagné d'un autre gendarme. Raphaël les guide jusqu'à la ravine. Belkacem examine la zone méticuleusement. Elle prend des mesures GPS précises de l'emplacement. Elle photographie la berge érodée, les strates de terre exposées. Elle note que la caméra était enfouie à environ 1 mètre de profondeur avant que l'érosion ne l'expose. « Est-ce que vous avez touché à autre chose ?» demande-t-elle à Raphaël. « Non, juste la caméra. Mais je n'ai pas vraiment cherché. Je ne voulais pas contaminer la scène au cas où ce serait important. Vous avez bien fait. » Belkacem et son collègue passent les 2 heures suivantes à fouiller soigneusement la zone. Ils trouvent plusieurs autres objets. Un morceau de tissu bleu marine déchiré, trop dégradé pour identifier avec certitude, mais qui pourrait être un morceau de sac à dos. Une gourde en aluminium bosselée et oxydée, et quelque chose qui fait accélérer le cœur de Belkacem, un petit portefeuille en cuir, tellement dégradé qu'il tombe en morceaux quand elle essaie de le ramasser. À l'intérieur du portefeuille, protégé par une pochette plastique qui a miraculeusement survécu, il y a une carte d'identité. La photo est décolorée, presque invisible. Mais le nom est encore lisible, Claire Fontaine.
Belkacem prend immédiatement son téléphone. Elle appelle son supérieur à Apt. « Capitaine Moreau, nous avons quelque chose sur l'affaire Marchand. »« Oui, l'affaire de 87. Il faut que vous veniez et contactez l'ancien inspecteur Girard. Il va vouloir être là. » La découverte dans la ravine déclenche immédiatement une nouvelle enquête. Le soir même, une équipe de 6 gendarmes sécurise la zone. Des lumières portables sont installées. La recherche continue jusqu'à la tombée de la nuit, puis reprend à l'aube le samedi 6 juillet. Laurent Girard, maintenant âgé de 71 ans, arrive sur les lieux à 9 heures du matin. Capitaine Belkacem lui montre la caméra, le portefeuille de Claire, les autres objets trouvés. Girard tient la caméra avec des mains qui tremblent légèrement. Après 26 ans, enfin, quelque chose. Mais quoi exactement? La pellicule, dit-il. Il faut développer la pellicule. Elle est probablement trop endommagée, répond Belkacem. 26 ans enterrés dans la terre humide. Il faut essayer. J'ai besoin de savoir ce qui est sur ces photos. Un technicien spécialisé de Lyon est contacté. Il arrive le dimanche matin avec un équipement portable pour traiter la pellicule sur place, minimisant les risques de détérioration supplémentaire pendant le transport. Pendant ce temps, la recherche dans la ravine continue. Une équipe d'anthropologie légale de Marseille est appelée. Si la caméra et le portefeuille de Claire sont là, il y a une possibilité que les corps soient également dans la zone. Le terrain est soigneusement excavé, mètre carré par mètre carré. Le dimanche après-midi, ils trouvent plus d'objets, des restes de vêtements si dégradés qu'ils sont presque méconnaissables. Un couteau de poche qui pourrait avoir appartenu à Julien. Des fragments de ce qui ressemble à une couverture, mais pas de restes humains, du moins pas encore. Le lundi 8 juillet, le technicien de Lyon commence le processus délicat de développement de la pellicule. C'est une opération risquée. La pellicule est fragile. Les émulsions chimiques ont été dégradées par le temps et l'humidité. Il travaille dans une tente obscure, installée près de la ravine, utilisant des produits chimiques spéciaux pour tenter de récupérer les images. Bernard Fontaine apprend la nouvelle par un appel téléphonique de Sophie lundi matin. Il est dans sa maison d'Avignon, confiné maintenant la plupart du temps à cause de sa santé déclinante. Quand Sophie lui dit qu'ils ont trouvé quelque chose, qu'ils ont trouvé le portefeuille de Claire, il se met à pleurer. Pour la première fois en 26 ans, il pleure vraiment, pas seulement des larmes de frustration ou de colère, mais un sanglot profond qui vient du fond de son être. « Elle est morte, dit-il à Sophie. Ma petite fille est morte. Nous ne savons pas encore, papa. Ils n'ont pas trouvé de corps. Le portefeuille était là. Elle ne l'aurait jamais laissé. Elle est morte. » Sophie fait la route d'Avignon à Apt immédiatement. Elle veut être là. Elle a besoin de savoir. Capitaine Belkacem la reçoit avec compassion. Elle lui explique ce qu'ils ont trouvé, ce qu'ils cherchent encore, et que le technicien travaille sur la pellicule. « Les photos pourraient nous dire ce qui s'est passé, » explique Belkacem. « Votre frère était photographe. S'il a pris des photos ce jour-là, » Sophie comprend l'implication. Les dernières photos de Julien pourraient montrer ce qui leur est arrivé. L'idée est à la fois terrifiante et un soulagement potentiel. Le mardi 9 juillet, en fin d'après-midi, le technicien sort de sa tente avec des nouvelles. Il a réussi à récupérer 12 images de la pellicule. Les autres poses sont trop endommagées, l'émulsion complètement dégradée. Mais ces 12 photos ont survécu, partiellement du moins. La qualité est mauvaise, les couleurs délavées, certains détails flous. Mais on peut distinguer des formes, des personnes, des scènes. Les photos sont numérisées immédiatement et transférées sur un ordinateur portable. Girard, Belkacem et Sophie se rassemblent autour de l'écran. Le technicien ouvre la première image. C'est une photo du campement. On voit la tente verte, la table pliante, le paysage du Luberon en arrière-plan. La lumière suggère que c'est le matin ou le soir, probablement le vendredi ou le samedi. La deuxième photo montre Claire, assise sur la couverture sous un arbre, souriant à la caméra. Elle porte le short en jean et le t-shirt blanc, décrit par les témoins. Elle a l'air heureuse, détendue.
Les photos 3 à 7 montrent divers paysages, la vallée, des formations rocheuses, des arbres. Des compositions typiques d'un photographe en vacances. La photo 8 fait se figer tout le monde. Elle montre Claire et Julien ensemble, un selfie avant l'heure, probablement pris en tenant la caméra à bout de bras. Ils sourient tous les deux. Derrière eux, on peut voir le ciel et une partie du paysage. Sophie commence à pleurer en voyant le visage de son frère. La photo 9 change d'atmosphère. C'est une image floue, comme si la caméra avait bougé pendant la prise. On distingue du ciel, des arbres et quelque chose qui pourrait être une main levée devant l'objectif. La photo 10 est plus nette. Elle montre une vue à travers des branches, comme si le photographe était caché ou protégé sous un arbre. On peut voir une partie du campement au loin. La photo 11 fait accélérer le pouls de Girard. Elle montre quelque chose qu'aucun d'eux n'attendait, des nuages sombres, menaçants, remplissant le ciel. La composition suggère que la photo a été prise rapidement, presque nerveusement. L'angle est étrange, incliné. Et puis la photo 12, la dernière image que Julien Marchand a jamais prise. Elle montre une masse d'eau déferlante, une vague de liquide brunâtre remplie de débris, de branches, de terre. L'eau remplit presque toute la photo. En bas de l'image, à peine visible, on distingue ce qui pourrait être une main tenant la caméra, le bras tendu vers le haut, comme si le photographe essayait de maintenir la caméra hors de l'eau. Le silence dans la tente est total. Puis Girard murmure « Mon Dieu, ce n'était pas un crime, c'était une crue éclair ». Belkacem comprend immédiatement. Elle sort de la tente et appelle l'équipe. « Arrêtez de creuser latéralement, commencez à creuser en profondeur. » Et suivez le cours du ruisseau en aval. Cherchez des zones où des sédiments auraient pu s'accumuler rapidement. Sophie regarde fixement l'écran, incapable de détacher ses yeux de cette dernière image. Son frère, dans ses derniers moments, avait levé sa caméra pour documenter ce qui lui arrivait. C'était tellement lui. Toujours le photographe, même face à la mort. Les recherches s'intensifient avec cette nouvelle compréhension. Une crue éclair dans une ravine peut déplacer des tonnes de sédiments en quelques minutes, enterrant tout sur son passage. Si Julien et Claire ont été pris dans une telle crue, leurs corps ont été probablement emportés en aval, puis rapidement ensevelis sous la boue et les rochers. Le mercredi 10 juillet, les équipes se concentrent sur une zone à environ 200 mètres en aval de l'endroit où la caméra a été trouvée. C'est un élargissement naturel de la ravine où les débris auraient tendance à s'accumuler et se déposer. À 14h30, les chiens de recherche spécialisés dans la détection de restes humains commencent à montrer de l'intérêt pour une zone spécifique. L'excavation commence immédiatement, avec une extrême précaution. À 16h, un membre de l'équipe d'anthropologie trouve le premier os. C'est un fémur humain, décoloré par le temps mais remarquablement bien préservé par les sédiments anaérobies. Au cours des heures suivantes, plus de restes sont découverts. Les corps de 2 personnes enterrées ensemble sous environ 1,50 m de sédiments. Les os sont désarticulés, dispersés par le mouvement initial de l'eau et par les 26 ans passés sous terre, mais ils sont là. Sophie est informée mais ne veut pas voir. Elle ne peut pas. Girard reste sur place pendant toute l'excavation, un témoin silencieux à la fermeture finale de son affaire non résolue. Le jeudi 11 juillet 2013, l'équipe médico-légale travaille méticuleusement à l'extraction complète des restes. Docteur Isabelle Monnier, anthropologue légale de 48 ans avec 20 ans d'expérience, supervise personnellement l'opération. Chaque os est soigneusement documenté, photographié in situ, puis délicatement retiré et placé dans des conteneurs appropriés. Vers midi, Dr Monnier fait une annonce. Nous avons confirmation de 2 squelettes, un masculin et un féminin. La stature et les caractéristiques morphologiques correspondent aux descriptions de Julien et Claire Marchand. Nous aurons besoin de tests ADN pour confirmation absolue, mais je suis confiante dans l'identification. Les restes sont transportés à l'Institut médico-légal de Marseille pour analyse complète. Docteur Monnier promet un rapport préliminaire dans 48 heures, le temps d'effectuer un examen approfondi.
Le vendredi 12 juillet, Laurent Girard se rend au domicile de Bernard Fontaine à Avignon. C'est lui qui doit annoncer la nouvelle officiellement. Il sonne à la porte à 10 heures du matin. Bernard ouvre, en robe de chambre, appuyé sur un déambulateur. Son visage s'affaisse quand il voit Girard. « Vous les avez trouvés ?» dit Bernard. « Ce n'est pas une question. »« Oui, monsieur Fontaine, nous les avons trouvés. » Bernard hoche la tête lentement, puis se détourne et retourne dans son salon. Girard le suit. Il s'assoit et Girard explique tout. La caméra, les photos, la crue éclair, la découverte des corps. « Comment ?» demande finalement Bernard. « Comment une crue éclair? Il faisait beau ce week-end-là. Tous les témoins l'ont dit. Nous avons vérifié les archives météorologiques de 1987, explique Girard. Le samedi 16 août, il y a eu un orage violent dans les hauteurs du Luberon, vers 15 heures. Très localisé, juste au-dessus du secteur où Julien et Claire campaient. La plupart des randonneurs ne l'ont pas vu parce qu'ils étaient dans d'autres parties du parc. L'orage a duré environ 1 heure, déversant une quantité énorme de pluie dans un très court laps de temps. Bernard écoute, son visage inexpressif. Le ruisseau près de leur camp, qui était presque à sec, s'est transformé en torrent en quelques minutes. C'est ce qui arrive avec les crues éclairs dans ces ravines étroites. L'eau n'a nulle part où aller, sauf vers le bas, et elle accumule une force incroyable. Ils n'ont pas eu le temps de s'échapper, dit Bernard, comprenant. Les photos suggèrent qu'ils ont essayé. La première photo de l'orage montre qu'ils ont vu le danger arriver. Ils ont probablement tenté de monter vers un terrain plus élevé. Mais dans ces ravines, si vous êtes pris, il n'y a souvent nulle part où aller assez rapidement. Le silence s'installe entre eux. Puis Bernard demande « Est-ce qu'ils ont souffert ?» Girard hésite. Il ne peut pas mentir, mais il peut être compatissant dans sa vérité. Docteur Monnier dit que la mort a probablement été rapide. La force d'une telle crue est immense. Ils ont été assommés par l'eau et les débris, puis emportés et ensevelis rapidement. C'est une consolation minime, je sais. Bernard pleure silencieusement. 26 ans de recherche, d'espoir, de refus d'accepter. Et maintenant, la réponse finale. Pas un crime, pas un enlèvement, pas une fuite volontaire. Juste la nature, imprévisible et impitoyable. « Je veux voir les photos », dit Bernard après un long moment. « Monsieur Fontaine, je ne pense pas que... Je veux voir la dernière photo que ma fille a vue. Je veux voir ce qu'ils ont vu. » Girard sort lentement son ordinateur portable. Il montre à Bernard les 12 photos récupérées. Bernard regarde chacune attentivement, son doigt tremblant touchant l'écran quand il voit le visage de sa fille. Quand il arrive à la dernière photo, celle de l'eau déferlante, il fixe l'écran pendant longtemps. « Julien a essayé de sauver la caméra », dit finalement Bernard. Même dans ce moment, il a pensé à protéger son équipement, à documenter ce qui se passait. C'était sa nature, répond Girard doucement. Il était professeur, photographe. Il documentait le monde. Le rapport préliminaire de Dr Monnier arrive le dimanche 14 juillet. Il confirme que les restes appartiennent à un homme et une femme dans la trentaine. Les fractures observées sur plusieurs os sont consistantes avec un traumatisme causé par une force aquatique massive et l'impact avec des rochers et des débris. Des traces de sédiments dans les cavités suggèrent une mort par noyade et ensevelissement. Plus révélateur encore, des fragments de tissu trouvés avec les restes correspondent aux descriptions des vêtements que Julien et Claire portaient. Denim bleu pour le short de Claire, un motif à carreaux bleu et blanc pour la chemise de Julien. Le sac à dos bleu marine de Claire est également retrouvé, comprimé et dégradé, mais identifiable. Les tests ADN, comparés à des échantillons fournis par Bernard et par Sophie, confirment définitivement l'identité. Les restes sont ceux de Julien et Claire Marchand, disparus le 16 août 1987. Un détail supplémentaire émerge de l'analyse de la scène. Les objets personnels du couple ont été dispersés sur une distance de presque 300 mètres le long de la ravine. La caméra, trouvée en premier, était en fait l'objet le plus en amont. Cela suggère que Julien l'avait tenue en l'air jusqu'au dernier moment, et qu'elle avait été arrachée de sa main par la force de l'eau.
s'échouant relativement près du point d'origine de la tragédie. Le portefeuille de Claire, plus léger, avait voyagé presque aussi loin que les corps, avant d'être piégé dans la boue. Une autre découverte fait pleurer Sophie quand Girard la lui rapporte. Parmi les restes, les squelettes de Julien et Claire ont été trouvés étroitement enlacés. Les positions relatives des os suggèrent que dans leurs derniers moments, conscients ou non, ils s'étaient tenus l'un à l'autre. La boue et les sédiments les avaient ensevelis ensemble, préservant cette dernière étreinte pendant 26 ans. Le mystérieux témoignage d'Yves Lafont, le randonneur qui avait entendu un bruit de moteur le samedi matin, est finalement expliqué. Les enquêteurs vérifient avec Météo France et trouvent une note dans les archives. L'orage du 16 août 1987 avait été accompagné d'un tonnerre particulièrement violent et prolongé. À distance, à travers les échos des montagnes, ce tonnerre aurait pu ressembler à un bruit de moteur. Lafont avait simplement entendu l'orage approcher sans le réaliser. La raison pour laquelle les recherches initiales en 1987 n'ont jamais trouvé les corps devient claire. Personne ne cherchait sous terre. Les chiens pisteurs avaient suivi des traces jusqu'à un certain point, puis les avaient perdues. C'était parce que les traces s'arrêtaient littéralement là où la crue avait commencé. Sous 1,50 m de sédiments déposés en quelques minutes, il n'y avait aucune odeur à détecter. Et la zone avait continué à accumuler des sédiments au fil des années, les pluies successives ajoutant couche après couche. C'était seulement la crue exceptionnelle de juillet 2013, ironiquement, qui avait érodé suffisamment de terrain pour exposer la caméra, déclenchant la découverte qui avait échappé aux chercheurs pendant plus d'un quart de siècle. Le lundi 22 juillet 2013, une cérémonie funéraire est organisée à l'église Saint-Pierre d'Avignon. Les restes de Julien et Claire Marchand seront finalement mis en terre 26 ans après leur mort. L'église est remplie. Les familles, bien sûr, Bernard Fontaine en fauteuil roulant au premier rang, Sophie avec son mari et ses 2 enfants, les cousins et amis proches, mais aussi d'anciens collègues du lycée Frédéric Mistral et de l'hôpital Henri Dufaux. Des anciens élèves de Julien, maintenant quadragénaires, sont venus rendre hommage aux professeurs qui les avaient marqués. Des infirmières qui avaient travaillé avec Claire sont là, certaines à la retraite maintenant. Laurent Girard est assis discrètement vers l'arrière, comme il convient à quelqu'un qui n'était qu'un professionnel dans leur vie. Mais quand Sophie le voit, elle insiste pour qu'il s'assoie avec la famille. « Vous n'avez jamais abandonné, » lui dit-elle. « Vous faites partie de cette histoire, autant que nous. » Le prêtre parle de vie, de mort, et de la mystérieuse providence qui permet parfois aux questions sans réponse de trouver leur résolution. Il parle de Julien et Claire, non pas comme de victimes d'une tragédie, mais comme de personnes qui ont vécu pleinement, aimé profondément, et dont la mémoire a été préservée par ceux qui les aimaient. Bernard demande à prendre la parole. Il roule lentement jusqu'au pupitre. Sa voix est faible mais ferme. Ma fille Claire était la lumière de ma vie. Pendant 26 ans, j'ai refusé d'accepter qu'elle était partie. Une partie de moi savait qu'elle était morte, mais une autre partie, la partie qui était son père, ne pouvait pas l'accepter sans preuve. Maintenant, j'ai cette preuve. Et aussi étrange que cela puisse paraître, cela m'apporte une paix que je n'avais pas ressentie depuis août 1987. Il s'arrête, les larmes coulant sur son visage. Claire et Julien sont morts ensemble dans un accident que personne n'aurait pu prévoir ou empêcher. Ce n'était pas un crime, ce n'était pas une fugue, c'était juste la vie, imprévisible et parfois cruelle. Mais ils étaient ensemble. Les dernières photos le montrent. Ils étaient heureux jusqu'à ce dernier jour. Et quand la fin est venue, ils se tenaient l'un à l'autre, comme ils l'avaient toujours fait. Sophie parle ensuite, se souvenant de son frère avec une affection palpable. Elle partage des anecdotes d'enfance, des souvenirs qui font rire et pleurer l'assemblée. Elle parle de la caméra de Julien, de comment il documentait tout, de comment cette habitude a finalement donné à leur famille les réponses qu'elle cherchait. « Mon frère était un professeur d'histoire, » dit Sophie. « Il croyait que documenter le passé était essentiel pour comprendre le présent.
Il ne savait pas que les photos qu'il prenait ce jour-là deviendraient son propre morceau d'histoire, le témoignage final de ce qui leur est arrivé. D'une certaine manière, même dans la mort, Julien a continué à faire ce qu'il faisait de mieux: enseigner, montrer, documenter. Après la cérémonie, Julien et Claire sont enterrés côte à côte dans le cimetière Saint-Véran d'Avignon. Leurs pierres tombales sont simples, portant leur nom, leur date de naissance et de mort, 16 août 1987. Une seule phrase est gravée entre les deux pierres: ensemble dans la vie, ensemble dans la mort, ensemble pour l'éternité. Dans les semaines qui suivent, les médias couvrent largement l'histoire. Le Dauphiné Libéré titre « Mystère du Luberon résolu après 26 ans ». La Provence écrit un long article intitulé « La caméra qui a parlé ». Comment 12 photos ont résolu une disparition vieille de plus de 2 décennies. Les chaînes de télévision nationales diffusent des reportages, interviewant les enquêteurs, les familles et le photographe amateur Raphaël Morin qui a trouvé la caméra. L'affaire devient également un cas d'étude pour les services de secours en montagne. Elle illustre le danger des crues éclairs dans les ravines étroites, un risque que beaucoup de randonneurs sous-estiment. Des panneaux d'avertissement sont installés dans le Luberon et d'autres parcs naturels, expliquant comment reconnaître les signes d'une crue éclair imminente et quoi faire si on est pris dans une telle situation. La zone exacte où Julien et Claire ont campé devient un lieu de mémoire informel. Des randonneurs laissent parfois de petits cairns ou des fleurs. Une association locale de randonnée propose d'installer un mémorial permanent, mais Bernard s'y oppose doucement. « Laissons la nature tranquille », dit-il. C'est là qu'il voulait être. Pour Bernard Fontaine, la découverte apporte un mélange complexe de douleur renouvelée et de fermeture. Il savait au fond que Claire était morte depuis longtemps. Mais maintenant, il peut pleurer proprement, faire son deuil proprement. Il commence à voir un thérapeute spécialisé dans le deuil complexe, quelque chose qu'il avait refusé pendant 26 ans. À 79 ans, il commence enfin à traiter la perte de sa fille. Il décède paisiblement dans son sommeil en novembre 2013, 4 mois après l'enterrement de Claire. Sophie est convaincue que son père s'accrochait à la vie jusqu'à ce qu'il ait des réponses. Une fois qu'il les a eues, son corps a finalement pu lâcher prise. Laurent Girard visite régulièrement la tombe de Julien et Claire. C'est devenu une sorte de rituel pour lui, une façon de fermer le chapitre le plus frustrant de sa carrière. Il a finalement pu donner des réponses aux familles, même si cela a pris 26 ans. Quand il se tient devant leur tombe, il leur parle parfois à voix basse, leur racontant comment leur histoire a finalement été révélée. Sophie garde la caméra Minolta de son frère. Les autorités la lui ont restituée après que toutes les analyses ont été terminées. Elle ne la répare pas, laissant l'oxydation et les marques du temps visibles. C'est une relique maintenant, un témoignage tangible des derniers moments de Julien. Elle la place dans une vitrine dans son salon, à côté de photos encadrées de son frère et Claire, souriant, vivant, heureux. La pellicule originale, avec ses 12 images récupérées, est archivée dans les dossiers de la gendarmerie. Mais des copies numériques sont remises aux familles. Sophie les regarde parfois, tard le soir, essayant d'imaginer ce que son frère pensait alors qu'il prenait cette dernière photo. Essayait-il de documenter ce qui arrivait pour que quelqu'un, un jour, puisse comprendre? Ou était-ce juste un réflexe, le geste automatique d'un photographe, même face à la mort? Elle ne le saura jamais avec certitude, mais elle choisit de croire que Julien, jusqu'à la fin, était le professeur, le documentariste, celui qui voulait que les autres apprennent de son expérience. D'une certaine manière, il a réussi. Sa dernière leçon, capturée par sa propre caméra, a enseigné aux autres les dangers cachés de la nature et l'importance de respecter sa puissance imprévisible. L'histoire de Julien et Claire Marchand devient également un rappel de la façon dont la technologie et la nature peuvent collaborer pour révéler la vérité. Sans cette caméra, construite suffisamment solidement pour survivre 26 ans enterrée, sans cette pellicule protégée dans son compartiment hermétique, sans les pluies exceptionnelles de 2013 qui ont érodé juste assez de terre pour l'exposer,
sans le photographe amateur qui passait là ce jour précis et qui a reconnu l'importance de sa trouvaille, le mystère serait resté non résolu, pour toujours. Aujourd'hui, en 2025, 12 ans après la découverte, l'affaire Marchand est considérée comme un exemple remarquable de résolution d'une affaire froide. Les académies de police l'utilisent dans leurs cours, enseignant aux futurs enquêteurs l'importance de ne jamais vraiment fermer un dossier, de toujours être prêt à reconsidérer les preuves avec de nouveaux yeux. Raphaël Morin, le photographe qui a trouvé la caméra, a continué sa passion pour la photographie de nature, mais il dit que cette découverte a changé sa perspective. Maintenant, quand il photographie les paysages du Luberon, il pense à Julien, à un autre photographe qui aimait ces mêmes montagnes et qui y est resté pour toujours. Il a dédié une de ses expositions à la mémoire du couple intitulée « Ce que la terre garde ». Cette histoire nous montre comment même la nature la plus belle peut dissimuler des dangers mortels et comment la vérité peut rester cachée pendant des décennies avant d'être finalement révélée. Julien et Claire Marchand sont morts dans un accident que personne n'aurait pu prévoir, victimes d'un phénomène météorologique rare et violent. Mais grâce à l'instinct de photographe de Julien et à une série d'événements extraordinaires, 26 ans plus tard, leurs familles ont enfin obtenu les réponses qu'elles cherchaient désespérément. Qu'en pensez-vous? Avez-vous remarqué les indices tout au long de cette histoire qui pointaient vers une catastrophe naturelle plutôt qu'un crime? La persistance de Bernard Fontaine vous a-t-elle touché? Et que pensez-vous du dernier acte de Julien, levant sa caméra pour documenter ce qui leur arrivait? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si vous avez apprécié cette enquête approfondie sur un mystère qui a duré plus d'un quart de siècle, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Laissez un like si cette histoire vous a touché et partagez-la avec quelqu'un qui s'intéresse aussi aux mystères résolus contre toute attente.